Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons parler aujourd'hui de la lauréate Yannick Lyons. Elle est née en Haïti en 1953. Elle part très jeune en France, où elle fait ses études secondaires et universitaires en lettres. Elle enseigne depuis son retour en Haïti à l'Université d'État jusqu'en 1995. Elle écrit de nombreux articles et certains sur le grand Faulkner et surtout sur notre Marie Chauvet. Et elle a sorti un brillant texte sur l'exil entre l'ancrage et la fuite, l'écrivain haïtien paru en 1990, dont les pages sont remplies d'intuition et de réflexion sur le statut ambigu et malaisé de l'écrivain haïtien. Elle a obtenu beaucoup d'honneurs et de prix littéraires. Elle s'est distinguée en Haïti, mais aussi dans le monde international. Je l'ai rencontrée à New York, à Washington, en France et en Espagne. Elle fait le tour du monde pour animer des conférences par ses profondes prestations appréciées, et je n'exagère pas, prestations qui provoquent une sorte d'adulation de ses lecteurs et aussi de ceux qui ont eu le double bonheur de la voir et de l'écouter à la fois. Yannick Lyons, récipiendaire du prix Femina 2014 pour son roman Bain de lune, a occupé la chaire monde francophone au Collège de France en 2019. Et sa leçon inaugurale, Urgence d'écrire, rêve d'habiter, est un ouvrage paru aux éditions du Collège de France et aux éditions Fayard en septembre 2019. Certains chercheurs disent que l'engagement de Yannick Lyons atteint un niveau viscéral pour pouvoir parler d'Haïti et de son histoire singulière depuis la Révolution victorieuse de 1804 et surtout de sa littérature mise au pinacle de cette civilisation. Alors, on dit souvent qu'Haïti constitue une terre dont la stabilisation a été hypothéquée. Eh bien, on en reviendra là-dessus. Cependant, les œuvres de Yannick Lyons, et malgré une histoire et une géographie apocalyptique, semblent vouloir apporter beaucoup d'espoir à Haïti et à son peuple. Peut-être qu'elle aura employé une sorte de stratégie du réalisme merveilleux. Ses prix et ses œuvres. En 2002, prix du Salon du livre de l'Exine pour La Maison du Père. En 2008, prix 1000 pages pour La couleur de l'aube. En 2009, prix du livre RFO pour La couleur de l'aube. En 2014, prix littéraire des Caraïbes de la Delphes pour Guillaume et Nathalie. En 2014, prix Femina pour Bain de lune. Et en 2020, prix Corbet du Tout le monde pour l'ensemble de son œuvre. Et en 2025, c'est le Grand Prix du roman de l'Académie française, titre passagère de nuit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons avec nous au studio la lauréate Yannick Lyons. Bonjour, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir la lauréate du prix du roman de l'Académie, et c'est Yannick Lyons. Enfin, nous en sommes très honorés. Et comment allez-vous, Yannick Lyons? Merci Ben, d'être avec nous. d'abord, merci pour l'invitation. Je C'est salue ça. aussi ceux et celles qui nous regardent. Comment je vais? Je réponds toujours à cette question, puisque je vis en Haïti la plupart du temps. Je ne peux pas me permettre d'aller mal, donc je vais bien. D'accord, d'accord. Et vous savez, après l'annonce hein, du prix, on a célébré hein, dans toutes les communautés haïtiennes de l'extérieur, et j'imagine que c'était à peu près la même chose en Haïti. Hein. Il y a eu un engouement, oui, et puis on s'y attendait. Hein. C'est-à-dire, on n'était pas très très surpris, hein, parce que vous avez gagné beaucoup de prix déjà avec les autres, tout ce qui a été publié avant, La couleur de l'aube, etc., etc. Mais quand même, c'était très bien de voir que, voilà, notre Yannick Lyons a décroché le prix, et voilà, et on s'y attendait. Mais alors, on a une question. Euh, Yannick,
comment est-ce que vous vous êtes trouvé sur le chemin de la littérature? Waouh, très bonne question. Parce que rétrospectivement, je me rends compte que à l'école déjà, quand il y avait des petits concours de poésie ou bien de texte, bon, j'étais toujours assez bien classée. Et bon, voilà, je me disais, ah tiens, c'est pas mal, c'est tout, sans grande conviction. Quand je suis partie faire les études universitaires, je me suis inscrite à la faculté de droit parce que mes parents rêvaient de ça. Après 2 cours à la faculté de droit, je me suis dit, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Et je me suis inscrite, quoi, en faculté de lettres. Et là, je me suis trouvée vraiment dans mon élément. Ouais, euh, Voilà. Et puis, une fois rentrée en Haïti, j'ai d'abord enseigné. Je crois que j'étais un peu timide, je pourrais dire, hésitante. Alors, après l'enseignement, à un moment donné, j'ai écrit un peu pour me désinhiber entre l'ancrage et la fuite, l'écrivain haïtien. Réfléchissant sur le statut de quelqu'un qui écrit en langue française dans un pays créolophone à 100%. Et puis, en fait, j'ai abordé l'exil sous plusieurs facettes, pas seulement l'exil géographique, mais l'exil linguistique, l'exil culturel, l'exil social, qui a toujours fait des écrivains et des intellectuels haïtiens, quelque part, des gens pas très adaptés, ou bien voulant le faire, voulant l'être et ayant des difficultés à l'être. Et ma conclusion a été à ce moment-là, de toute façon, celui qui n'a pas de malaise ne crée pas. On ne crée que dans le malaise. mm, Et dans le mal-être, dans l'interrogation, donc ce porte-à-faux entre deux cultures, enfin deux cultures, deux sous-cultures, je pourrais dire, parce qu'il y a une culture haïtienne. Et ça m'a permis de passer cette inhibition et puis de me jeter. mm. Et c'est comme ça que j'ai commencé par des nouvelles. Et ensuite, mon premier roman, ça a été Dans la maison du père. Et ensuite, bon, j'ai continué. Voilà. D'accord, d'accord. Mais dites-moi, quand vous avez initié vos recherches, vous avez pris votre décision, je vais écrire des nouvelles, est-ce qu'on s'attendait vraiment à recevoir des prix? Ah non, on n'écrit pas pour recevoir des... On n'y a pas pensé. Non, parce que je pense que la personne qui écrit, elle doit avoir... Alors, il y a un auteur qui dit, il faut avoir un os à montrer. Tiens, Et, tiens, et être prêt à perdre de la chair en passant pour pouvoir montrer cet os. Donc, il faut avoir quelque chose que l'on veut dire qui est essentiel. mhm, Parce mhm. que écrire un roman, c'est pas simplement faire des phrases avec un bon corps de participe, etc., pas de faute d'orthographe, ou bien raconter une histoire, il faut autre chose d'essentiel qui vous habite, qui vous domine, et voilà. D'accord, d'accord. Yannick, Laurence, est-ce que vous pensez qu'il y a des idées qui sont venues en nous, mais qui restent toujours avec nous? Par exemple, moi, j'ai l'impression que l'exil entre l'ancrage et la fuite, l'écrivain haïtien, j'ai lu pas mal de pages. C'est comme si je vous retrouvais encore dans d'autres livres, c'est-à-dire en exprimant des idées qui s'y rapportent un peu sans être vraiment être les mêmes. Mais Ah ben bien sûr. ouais, voilà, Tout. Un écrivain écrit, c'est pour amener le lecteur ou la lectrice dans ses obsessions. bien Eh ben, sûr, on partage cette intimité avec une autre personne qui, dans son intimité, va lire le livre, va retrouver ses propres obsessions ou pas, ou va en découvrir. bien Et puis sûr. c'est comme ça que marche la littérature. Oui, et à la fois l'exil et ensuite je peux dire qu'il y a des lectures, des rencontres, des expériences qui sont allées dans le Ouais. sens de l'exil Mhm. précisément. C'est une très excellente question qui m'ont amené à peut-être creuser ce même sillon toujours, toujours. C'est-à-dire quel est le sens de ma présence en Haïti? Quel est le sens de la, pas seulement en Haïti, dans le monde d'ailleurs. Bien Parce que sûr. Haïti dans le monde. Et aussi, je pense qu'il y a une deuxième chose qui m'a énormément enfin, stimulée et qui continue à me faire me poser un certain nombre d'interrogations, c'est la lecture de Marie Chauvel.
à ce moment-là, je me rends compte que il y a la parole des femmes est une parole qui n'a jamais été audible. On n'a pas pris le temps d'écouter cette parole et qu'il fallait creuser aussi de ce côté. Mais les deux choses ne s'excluent pas, parce que ne pas être écouté, c'est une forme d'exil intérieur quelque part. Donc voilà, c'est un peu dans cette veine-là. Et c'est vrai qu'il y a des lectures qui m'ont énormément influencé. Je peux parler de Le pays en dehors de Gérard Barthélemy, La culture opprimée et puis Une histoire décoloniale des Haïtiens, par exemple, ou bien Le barbare imaginaire de... Alors, il y a tout un fond, je peux dire, à la fois de l'histoire, quand je prends le 19e siècle, enfin, ou bien Michel Hector que je lis, il y a un fond à la fois de l'histoire, de l'anthropologie et de beaucoup de choses qui m'interpellent. En même temps, j'aime aller sur le terrain. Je dis toujours, c'est le dehors qui nourrit ma littérature. Mais il ne faut jamais que, quand on écrit un texte littéraire, que ce soit les sciences sociales qui dominent. Parce que Barthes dit une chose très intéressante, la littérature fait tourner tous les savoirs, mais ne doit en fixer aucun. La littérature doit demeurer de la littérature. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ce bagage ou ces interrogations qui correspondent à son expérience personnelle, il faut travailler un projet esthétique. Voilà. Donc, D'accord. voilà, c'est un peu ça. Vous avez beaucoup de lecteurs et beaucoup d'analystes qui lisent vos écrits, vos œuvres, et ils disent que cette œuvre-là manifeste, on la sent, ça nous vient, ça vient en nous, mais Yannick Laens utilise son œuvre pour défendre Haïti. Et comment Ouais. est-ce que vous vous y retrouvez là dans... Non, c'est pas que je défends Haïti, c'est que je continue à questionner ma place en Haïti. Et, Et je continue aussi à questionner la place d'Haïti dans le et monde. c'est votre littérature qui vous aide. Évidemment, à la fois la littérature, à la fois mes expériences. Par exemple, là, D'accord. je vis dans une sorte de petit exil, parce que c'est pas un véritable exil, je rentre chez moi le 18. Et j'ai vu la différence entre ce qu'on appelle le lien social en Haïti Bien. et le lien social ici, dans un pays. Et je me dis, cette modernité aseptisée ne connaît plus le lien social tel que nous le connaissons en Haïti, par exemple. D'accord. D'accord. C'est-à-dire ce que je vis comme lien social quotidiennement avec les gens dans mon quartier, avec mes amis, avec le pays tout entier, c'est quelque chose qui a disparu des sociétés qui se disent démocratiques, modernes, mais qui ont qui ont aseptisé en Bien. quelque sorte quelque chose de ce tremblement humain, de cette chose-là. Voilà. Voilà. Euh, Cette Yannick-là que nous avons en face de nous et qui a gagné tant de prix. Alors, dites-nous, lorsque vous décidez d'écrire une œuvre spécifique, comment est-ce que vous commencez à l'écrire? Expliquez-nous le processus que vous avez chez vous. Oui. Alors, après chaque œuvre, on se dit on a plus du tout d'inspiration. Je suis dans la situation actuelle. Après Main de Lune, je m'étais dit, mais qu'est-ce que je peux encore dire? Bon, et puis l'inspiration arrive. Euh, pour Passagère de nuit, c'est pareil. Je me suis dit, après 12 déroutes que j'ai écrit après Main de Lune, qu'est-ce que je vais encore dire? Et puis, ce sont des notes que j'avais accumulées depuis une douzaine ou une quinzaine d'années, une demi-page. Oui, À la suite d'une rencontre avec une tante qui est décédée depuis d'ailleurs, et qui me dit un jour, tu sais, j'ai connu mon arrière-grand-mère. J'ai dit, ah bon? Il dit, si, 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 elle est arrivée. Elles étaient deux sœurs, elles sont arrivées de la Nouvelle-Orléans. J'ai dit, pas possible. Et moi, évidemment, je me précipite sur une feuille de papier, je prends quelques notes. Elle me dit, elle parlait créole avec un accent anglophone, tout ça. Ah bon? Je dis, et alors, elle m'a donné deux ou trois détails, mais vraiment très peu de détails, que j'ai gardés dans un coin. Et puis, j'ai fait le lien.
avec la photo de mon arrière-grand-père que je voyais à la maison, que je n'ai pas connu du tout, et qui se trouve être le fils d'une de ces dames. Par contre, j'ai connu mon arrière-grand-mère très peu d'années, mais je l'ai connue. Et je me suis dit, mais là encore, je demande des questions, il y a très peu d'éléments de ma biographie. Et je commence à creuser, je me dis, bon, ben, s'il y a autant de non-dits sur cette biographie, je vais inventer. Et heureusement que la littérature existe, elle est là pour qu'on invente, qu'on imagine, pour qu'on bouche les trous, pour qu'on fasse tomber les murs de silence. C'est pour ça que la littérature existe. Et j'ai commencé à faire un travail de documentation sur la Nouvelle-Orléans, ça m'a passionné. Et aussi sur le 19e siècle haïtien. Et j'ai fait exprès de décaler de plusieurs années pour que les gens n'aient pas tendance à dire c'est un roman biographique. Du tout. J'ai cassé les codes de la biographie. Et c'est pas du tout c'est pas un roman historique non plus. Il y a une toile de fond historique, mais c'est un roman qui fait parler les femmes. C'est-à-dire c'est l'histoire dans une autre perspective, qui n'est pas l'histoire officielle d'ailleurs, parce qu'on nous parle très peu, par exemple, de l'apport de Saint-Domingue à la Nouvelle-Orléans. On ne nous a jamais appris ça dans les livres d'histoire en Haïti. Donc il y a une histoire officielle qui gomme un certain nombre de choses. De même que l'histoire de France, on n'apprend pas aux Français non plus qu'ils étaient présents là-bas. Mais je voulais que ce soit les femmes, que ce soit une histoire à partir de l'intime. Comment les femmes vivent l'histoire, parce qu'on nous parle toujours des héros, des grands héros qui ont fait des tas de choses, et les femmes dans tout ça, où elles étaient, qu'est-ce qu'elles faisaient pendant tout ce temps-là. Et comment ont-elles, malgré tout, tracé le chemin? Et qu'elles continuent à avoir cette force et cette puissance que je vois, moi, dans les rues de Port-au-Prince. Bien, bien. Alors, nous avons lu, disons, quelques critiques qui ont parlé de vous et qui ont parlé de vos œuvres et qui disent que la plupart du temps, lorsqu'ils lisent, ils ne rencontrent que des héroïnes et non pas des héros. Est-ce que diriez-vous? Non, ça ne me dérange pas du tout, dans la Ouais. mesure où ça fait 200 ans qu'on a beaucoup de héros. Bah oui, dans la littérature, ce sont les hommes qui écrivent sur les prouesses des hommes et pourquoi pas commencer à parler des femmes. Qu'on écoute ce qu'elles ont à dire, Mhm. qu'on écoute ce qu'elles ont à dire. Par Ouais, exemple, quand on lit Gouverneur de la Rosée, personne ne me dit ce que pense Anaïse. Elle suit Manuel, personne ne me dit. Quand on lit Compère Général Soleil, on ne me dit pas ce que pense Claire Heureuse. Je ne sais pas. Donc, j'aimerais commencer à imaginer, de même que les hommes ont imaginé les victoires des hommes, ont fait leur bataille, leur lutte, et ben maintenant, voilà, les femmes ont des choses aussi à dire. d'accord. Mais ça, moi, je pense que c'est pas une manière comme de faire une sorte de riposte de guerre, pas du tout, mais c'est de faire entendre une voix. Parce que plus on l'entendra, plus justement ce dialogue intergenre sera facilité. Oui, bon, il y a une question d'histoire, il y a une question de tradition, il y a une question de culture. Vous savez, en Haïti, c'est comme si c'était les hommes qui feraient tout. Et la femme reste dans son coin, oubliée, on veut l'acculer à la cuisine, à faire autre chose, etc., à la lessive, etc. Et bien sûr, même votre génération, enfin, n'a pas connu ça. Vous avez, c'est pas, on a beaucoup évolué, hein. Et Bon. d'ailleurs, Mhm. même si durant, enfin, peut-être pour vos premiers écrits, vous avez parlé de Faulkner, très bien, mais il y a eu notre Marie Chauvet, oui, d'accord. Je pense qu'elle représente véritablement un tournant dans la mesure. D'abord, quand elle fait paraître son livre, si vous Mais qu'est-ce feuilletez qu'elle les. représente pour vous, Marie Ah non, Chauvet? moi c'est la personne. Enfin, je dis que j'ai écrit L'exil entre l'ancrage et la fuite et la lecture de Marie Chauvet. Ce sont les deux événements, je peux dire, qui m'ont enlevé toute inhibition et je me suis dit à ce moment-là, je vais écrire. Parce que je trouve qu'elle bouleverse à la fois le pouvoir établi de l'époque, la dictature, elle dérange la dictature. Elle dérange la bourgeoisie bien pensante parce qu'elle n'entre pas dans les codes de la bienséance.
Elle fait ouais, parler une femme qui parle de ses désirs, mais en même temps, elle dérange, comment je pourrais dire ça, la doxa politique à l'époque. C'était, bon, des héros sans faille. Il bien fallait sûr, montrer bien sûr, des héros politiques engagés sans faille. Et elle arrive, elle dit, mais non, le monde n'est pas comme ça. Nous sommes tous des êtres complexes. Et elle fait entrer la complexité dans le roman. Or, la complexité dans le roman, c'est un des éléments du roman moderne. bien sûr. Donc là, elle ouvre la porte au roman moderne, à cette espèce de texte, de mots, qui ne nous laisse pas sur des jugements tranchés et qui nous disent, voilà, nous sommes faits de complexité. Évidemment, on ne va pas aller jusqu'au bout de toutes les complexités, tout accepter de complexité, mais nous sommes faits de complexité, de contradictions. Et c'est là qu'on peut avoir l'infinie représentation de l'humain. Voilà. Ouais. Euh, Parlez-nous de ce que vous avez fait à la Sorbonne, votre leçon inaugurale. Et comment ça s'organise? Parce que nous on ignore tout hein, de tout ça. Hein. Alors On n'est moi, pas passé par là. Donc, allez-y, dites-nous, ah qu'est-ce ben, que écoutez, c'est? figurez-vous qu'un jour, je reçois un coup de téléphone de mon éditrice qui me dit, voilà, le Collège de France l'a appelé. Ils vont inaugurer un cours qui s'appelle le monde francophone et on a pensé à toi. J'ai dit, écoute, Ouais, ne commence pas à t'emballer. S'ils ont pensé à moi, ils ont pensé à d'autres personnes. Jamais ce ne sera moi qui sortirai. Donc, je laissais ça vraiment. Et puis, 2 semaines après, à ma grande surprise, je reçois un courriel d'Antoine Compagnon, qui est le grand responsable de la littérature au Collège de France, et qui me dit, voilà, on a fait choix de vous. Alors là, je réfléchis quelques jours, je réponds positivement, et évidemment, une fois que j'avais répondu, je me dis, mais dans quoi est-ce que tu t'es engagé? Mais qu'est-ce que tu vas pouvoir bien raconter? Enfin, j'étais un peu paniquée d'avoir accepté. Et là, je dis, mais d'abord, je dis, j'ai accepté parce que vous avez mis monde francophone au pluriel. Parce que au départ, moi, je suis contre ce que je pourrais appeler une sorte d'eurocentrisme de la francophonie. Il n'y a pas une francophonie, il y a des francophonies. Selon, d'ailleurs, les histoires, comment la France a occupé un certain nombre de pays, chaque pays a son histoire, mais donc une francophonie différente. Une bien sûr. manière d'utiliser la langue française selon son histoire, ses luttes, etc. Donc j'ai dit, heureusement que vous avez mis ça au pluriel, donc j'accepte. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais pour pouvoir le faire, il y a des critères très, très spécifiques. Il faut 33 000 signes, je n'oublierai jamais le chiffre. Donc, 33 000 signes, en plus, il fallait... Donc, à chaque fois que je travaillais, j'ai mis un an. C'est pas quelque chose que j'ai... On vous prévient quand même une année à l'avance. Donc, je suis là à chercher qu'est-ce que j'ai envie de dire et puis quel est le fil conducteur. Donc, à ce moment-là, évidemment que ça m'a ramené à l'histoire. Bien. Puisque Haïti, premier pays du Sud, des relations nord-sud, donc on va être à la base de beaucoup de choses. Et puis, euh, comment l'utilisation de la langue française va se faire en Haïti? Parce qu'on parle de monde francophone. Alors, ce qui est intéressant que je vais découvrir en faisant des recherches, en lisant le très bon livre de Deborah Jensen aussi, c'est que avant même 1804, des gens comme Dessalines ou Toussaint Louverture, voyant que leur gouverneur, leur vis-à-vis avait des secrétaires, avaient employé des secrétaires qui traduisaient leurs idées dans des textes. Ils envoyaient un peu partout, dans des revues à l'étranger et tout ça. Donc, il faut se défaire de l'idée que, ah oui, Dessalines parle les Français, etc. Pas du tout. Ces gens étaient quand même des stratèges et avaient quand même une idée de ce qu'ils avaient faire comme projet. Donc, il y a quelque chose. Par exemple, le dernier beau-père de Michelet, Jules Michelet, l'historien français, a été un secrétaire de Toussaint Louverture. Donc, ces textes sont arrivés dans des petits cercles d'intellectuels en Europe, même aux États-Unis aussi. Bref, pour montrer que l'écrit en français en Haïti commence dès cette époque. Même si ce n'était pas quelque chose du cru de Dessalines ou de Toussaint, c'était quelque chose qui existait. Et puis maintenant, une fois l'indépendance, bon, vous allez avoir des intellectuels qui vont parler en langue française, ils étaient peu nombreux, bon. Mais ils vont avoir surtout pour rôle, par exemple,
de dire en français qu'on existe. Parce que ils étaient beaucoup plus portés vers une communication avec l'extérieur. Nous existons en tant que premier peuple noir. C'était ça l'épopée de 1804, etc. Et il a fallu attendre la fin du 19e pour qu'on ait une littérature en langue française avec quelques éléments créoles dans la langue créole qui apparaissent. Oswald Durand commence à écrire aussi en créole, tout ça. Et même les références des femmes qui étaient des références complètement unies, enfin un peu éthérées, là on va retrouver des femmes haïtiennes. Donc il y a un retour du regard vers l'intérieur à partir. Donc tout ça, c'était pour montrer l'évolution. Et surtout montrer, bon, au milieu du XXe siècle, on va avoir vraiment des luttes pour que le créole existe. Et des gens comme Maurice Leroy, Georges Castrat, Lionel Trouillot, tout ça. Mhm. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui en Haïti, une fois que le créole a été accepté comme langue officielle, on voit que les nouvelles générations, issues de milieux beaucoup plus modestes que ceux qui étaient des écrivains jusqu'à ma génération, il faut le souligner, utilisent le français comme le créole. C'est comme si cette bataille ayant été menée par les aînés, le créole ayant atteint ce statut officiel, aujourd'hui, ils ont deux fers au feu. Donc, c'est ce qui est intéressant. Ouais. Indifféremment, je peux citer des noms, qu'il s'agisse de Bonnel Auguste, qu'il s'agisse de Koutchev Lavoie au Pont, qu'il s'agisse de Mackenzie Orsel, et les femmes aussi, Shirley Rivage, Adeline Bonhomme, Jessica Nazaire, de jeunes femmes, dans les deux langues. Et je pense que c'est une forme de libération. Cette lutte pour faire reconnaître le créole comme langue officielle permet maintenant à ces jeunes d'avoir de faire au feu. Donc, il fallait montrer, moi, c'était une façon pour moi de montrer l'évolution. Et aujourd'hui, le français est obligé de compter avec le créole. Le créole, c'est la langue de l'espace public en Bien Haïti. sûr. Bien. Voilà, c'est fini. C'est la langue de l'espace public. D'accord. Alors, une question. Est-ce que vous avez une préférence? Je vois que vous écrivez des nouvelles, vous écrivez un récit ou deux, vous écrivez des romans. Est-ce qu'il y a un genre particulier qui vous appelle un peu plus que les autres? Certainement, certainement le roman. Parce Le qu'une fois que j'ai goûté, une fois que D'accord. j'ai goûté au roman, ça a été vraiment, bon, le coup de foudre, quoi. Ouais. Et, et même quand, pour Passagère de nuit, je peux dire que c'est un roman que j'ai écrit dans des conditions difficiles, la sécurité grandissait en Haïti, mes propres problèmes personnels qu'il fallait gérer au quotidien. Bon, je ne sais, je me demande jusqu'à présent comment cette cohérence s'est faite, parce que c'est un roman que j'ai écrit dans des conditions pas régulières. Je ne pouvais pas le faire tout le temps, comme pour un autre texte. Et je me suis dit, il y a une cohérence presque inconsciente qui s'est faite dans ma tête. Donc, j'étais très peu sûre de ce roman. Très peu sûre de ce roman. Quand il est terminé, je n'ai pas voulu le montrer. Je l'ai montré à, évidemment, mon époux. Et puis, il me dit, mais oui, c'est bon. Je dis, non, 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 je ne vais pas le montrer. Et finalement, je l'ai montré à Sito Kavé. Il me dit, Sito, écoute, sois très indulgent. Il dit, bon, Mabdou, s'il bon ou bien s'il pas bon. Et puis il est venu 3 jours après et il me dit, oh, Yannick, ce texte, ça vous dit D'accord. pas bon. Il me dit, non, mais je sais pas, je suis pas très sûr. Il dit, écoute, quelquefois on a rendez-vous avec un texte et il vient vous chercher. Il me dit, je crois que c'est le cas pour ce texte-là. Ben, c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à prendre confiance et à me dire, bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place là. Voilà. D'accord. Mais écoutez, est-ce qu'il y a... Vous écrivez beaucoup, hein, vous avez des nouvelles, tout. Mais est-ce qu'il y a une œuvre que vous avez écrite et que vous aimez un peu plus que les autres? C'est comme quand on demande à une mère, est-ce que vous avez 4 enfants, lequel préférez-vous? Vous les aimez chacun différemment pour des choses, des raisons différentes. Bien sûr. Mais on les aime tous. Parce que moi, j'aime la couleur de l'eau pour des raisons bien précises, bain de lune pour des raisons bien précises. On doit être Voilà, déjà heureux d'avoir pu les écrire. absolument. Ouais, ça D'abord, aurait d'être dû nous arrivé au suffire. bout, d'être arrivé au bout, c'est déjà pas mal. Franchement, franchement, hein, c'est déjà pas mal. Bon, Voilà. bon, alors, Yannick Laens, vous avez écrit beaucoup, c'est vrai, mais est-ce que vous êtes tenté d'écrire en créole également?
Alors, Si oui, question intéressante, pourquoi? c'est très Sinon, pourquoi intéressant. pas? Tout à fait. Moi, j'ai grandi, parce que je ne suis pas toute jeune, dans la génération où euh, l'utilisation du créole était genrée aussi, comme on dit maintenant. Ouais, C'est-à-dire que le créole étant considéré comme la langue du dehors et la langue populaire, donc forcément un petit peu vulgaire, et que les jeunes filles ou les femmes, c'était les personnages du dedans, c'est pas le personnage de l'extérieur, et qu'il ne fallait pas tomber dans le populaire. Donc on a été conditionné, beaucoup plus que les hommes, à cette espèce d'intériorisation et puis de non-pratique aussi, autant que les hommes du créole. Donc, je dis toujours à mes amis, et surtout les plus jeunes, je dis, ah, je ne pas parler en créole pour nous rimes. Donc, plutôt en français, ma traduit, ma ba yon monde traduit en créole. Donc, ils rigolent toujours, mes jeunes étudiants ou amis, je dis, hein, t'as le pour nous rimer, pas question. bon, bon, d'accord. Alors, écoutez, je sais que vous avez un exemplaire de Passagère de nuit avec vous, hein. Bon, moi, Oui, j'ai trois avec moi. J'ai La couleur de l'aube, Passagère de nuit, le tout dernier, celui qui a eu oui. le prix du roman, et puis l'un des Ah premiers. oui, oh, le D'accord. premier, le premier. Alors voilà ce qui m'a un peu mis sur la piste lorsque vous parliez de l'exil et l'exil et en parlant de culture également, parce qu'il y a une langue là, vous avez votre langue, enfin la langue que vous utilisez, la façon de vivre. Donc alors l'écrivain haïtien, vous pensez qu'il est toujours dans la même situation? Beaucoup moins, puisque aujourd'hui, je crois que la génération des 20-30 ans que je connais, que je fréquente, Ouais. elle est déjà une génération qui est issue de milieux populaires, des jeunes écrivains. Ça fait toute une différence. Et là, ça fait vraiment toute une différence. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais croire qu'Haïti, c'est statique. Haïti n'est pas du tout statique. Il y a des évolutions sociologiques, culturelles énormes. Mhm. Ah, Yannick Lens, moi je pense qu'avec tout ce qui nous arrive là en Haïti, c'est très difficile, si vous voulez, de vivre comme on aurait voulu. C'est excessivement difficile. Comment peut-on, dans cette atmosphère, se concentrer sur l'œuvre que vous écrivez? Vous faites vos recherches à la bibliothèque, ça doit être très difficile. Qu'en pensez-vous? Bon, ça a été, pour Passagère de nuit, ça a été très difficile, je dois vous Oui. dire. Bien que je ne peux pas me plaindre par rapport à d'autres personnes, je n'ai pas été déplacée, je suis dans un quartier plus ou moins encore préservé, qui a été modifié par la venue de populations d'ailleurs, mais je suis quand même dans un endroit privilégié, je peux dire. Donc, mais ça a été la gestion quand on a quelqu'un de malade ou deux personnes de malades à la maison, on vous dit, ah oui, il faut faire une provision de médicaments pour 2 mois. Il faut aller se précipiter à la pharmacie. De temps en temps, on vous dit, à rareté de carburant. Il faut se démêler pour avoir du carburant. J'avais ma petite fille avec moi à l'époque. Heureusement qu'elle n'est plus là. Elle a rejoint sa maman à l'étranger, qu'il fallait emmener à l'école. Maintenant, quand on revenait de l'école, l'école appelait, venez la chercher. Il fallait pendant une semaine faire l'école en visio. Enfin, à distance. C'était beaucoup de choses. Et puis, on entendait des coups de feu quand même au loin, même si on est dans un quartier. Donc, c'était difficile. Moi, c'est vraiment le livre que j'ai écrit dans les conditions les plus difficiles qui soient, pour moi. J'aime, j'aime. De toute façon, ça doit être vraiment difficile. On doit s'arranger pour Ah, il faut vivre. s'accrocher. Voilà, Ah il y oui, a. Ouais, ouais. il faut s'accrocher. Moi, de temps en temps, je disais à mes héroïnes là-haut, s'il vous plaît, ne m'abandonnez pas parce que je ne sais pas si je vais arriver au bout, quoi. Mhm, mhm. Oui. Alors, Yannick, dites-nous, quelle est la prochaine, hein? Vous travaillez toujours sur quelque chose. Moi, je crois que oui, vous Pas travaillez vraiment toujours là, sur quelque je chose. lis, je lis parce que bon, j'ai envie Mais de vous faire n'allez une. rien dire là-dessus. Non, je ne vais rien dire là-dessus, d'ailleurs, mais je suis beaucoup plus en train de travailler sur une compilation des textes que j'ai, des articles
D'accord. essentiels que j'ai écrits sur la littérature ou sur la D'accord. littérature société pour faire une sorte de tout, faire une compilation. Ouais, ouais. Et les idées viendront. Vous avez une très, très grande expérience en littérature, surtout en littérature de notre pays. Vous avez vécu, vous avez passé tant d'années en Haïti, vous êtes né en Haïti, vous êtes vraiment, vous connaissez cette culture, vous savez tout presque. Mais est-ce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui est un homme, quelqu'un qui est une femme, est-ce qu'il y a vraiment une différence peut-être par la psychologie, je ne sais pas, ou bien en Haïti, je peux dire même par la sociologie, parce que quand même il y a des actions qui sont faites par des hommes et qui jusqu'à présent restent pour les hommes, quoi. Non, c'est-à-dire, Est-ce quand qu'il y on a est une devant les... différence Oui, fondamentale, hein? non, non, quand on est devant l'écran ou Ouais, bien de la feuille, je crois qu'un homme, une femme, c'est on a les pareil. mêmes angoisses. On a les mêmes angoisses. Ah, d'accord. C'est-à-dire, face à la feuille blanche, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, etc. Mais quand on commence à écrire, il est évident que le vécu nous rattrape. Ben, forcément. Ce qu'on a vécu, notre biographie nous rattrape. Forcément. Et voilà, et c'est normal que notre biographie nous rattrape. Yannick Lyons qui écrit des nouvelles et des romans, est-ce que c'est elle qui décide du sort des protagonistes? Ou bien est-ce que ces Ah, ça aurait été protagonistes-là ont tellement leur propre facile. pouvoir? Ça aurait été tellement facile que je décide jusqu'au bout. Non, pas Ouais, du tout. Oh là. Évidemment, moi, j'aime bien faire un petit plan juste avant que je commence, que je ne suis jamais, parce qu'au bout d'un ouais. moment, l'œuvre vous amène autre part. Bon, Yannick, Et par laissez-moi vous dire, exemple, j'ai lu des écrivains qui ont tué ben c'est leurs ça. protagonistes les plus sympathiques. Mais oui, et ça m'est arrivé dans Bain de Lune. J'ai Ah, fait disparaître un personnage qui s'appelle Holmen, mais vous n'allez pas me croire, je suis allée dans au moins 3 ou 4 librairies, toujours la même question, mais Holmen, j'ai dit, mais c'est pas possible, les gens. C'est comme si les gens s'étaient attachés, ils me disent, mais est-ce qu'on aurait voulu que vous écriviez un autre roman pour nous dire ce qui est arrivé à Holmen? Parce qu'elle a disparu dans un mystère total. Ben, je me dis, mais c'est pas possible, ces gens étaient avec moi pendant que j'écrivais. Parce que j'ai mis une semaine à me décider. Je dis, mais qu'est-ce que je fais de ce personnage? Qu'est-ce que je fais? Et je me suis parfois, dit, pour les parfois, besoins de Yannick, il y a des l'histoire, je dois la homicides. faire disparaître. Il y a des homicides qu'on regrette, Ah finalement. ben, évidemment, c'est pour ça qu'il y a le remords Alors, et que alors, ça diminue les peines d'incarcération, d'ailleurs, le remords. bien, bien, bien. Mais dites-nous, parmi les écrivains du monde international que vous avez lus, Waouh! etc., est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous affecte ou bien Il y en a qui a beaucoup. laissé une sorte de répercussion sur vous, Ouh là sur là, votre il y en a beaucoup. écriture, disons, d'une façon spéciale, c'est-à-dire en excluant tous les autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Bon, vous aimez, que vous il y en préférez, a beaucoup, même il y en si a c'est en beaucoup. philosophie, même si c'est en littérature? Mais il y en a tellement que je ne peux pas ne dire qu'un. Bon, Ouais. il y a certainement Camus, Balzac, je commence Ah oui, par les oui, hommes, oui, Camus, Camus, hein. Balzac. Ensuite, il y a N'oubliez pas définitivement, Baudelaire. oui, tout à Marguerite Duras. Il y a Anne Hébert, parce Bien. que ce sont des écrivaines femmes qui ont su donner la voix aux femmes de manière extraordinaire. Pour la femme, il y a Wilma Faulkner, que j'aime beaucoup pour beaucoup de choses qu'il fait. Bon, il y a évidemment Marie Chauvet en Haïti. Il y a L'espace d'un ciment de Jacques-Stéphane Alexis que j'aime beaucoup parce que ça, c'est le point de bascule de Jacques-Stéphane Alexis. Et là, il est libéré d'un certain nombre de choses et il veut rentrer dans la complexité. Et là, j'aime beaucoup ce texte-là. Vous, Et vous n'aimez pas simplement les écrits théoriques, non? ah Vous parlez non, des romans j'adore à nous là. Je euh, continue maintenant. Jamaica Kincaid, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup comme anglophone. Et ce sont des auteurs que je relis souvent. Par exemple,
J'ai toujours Camus à côté de moi, Mhm. j'ai toujours un texte de Faulkner, Marie Chauvette, ou bien Marguerite Duras qui m'a beaucoup marqué, Anne Hébert, parce que j'aime ces voix de femmes. Colette, bon, Mhm. bien avant ça. C'est aussi un écrivaine femme que j'aime beaucoup, voilà. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez avec vous un exemplaire De de Passagère de nuit? Passagère de nuit? Oui, 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 oui. Vous voulez lire quelque chose que vous aimez? Une page? Bon, eh ben, je vais lire la première partie, la première page et la première page de la deuxième partie, qui donnera un peu le La rythme. page, c'est C'est la page, le prologue de la première partie. À la veille de partir, me voilà rassemblant mes naissances. Ça doit être la page 13. d'accord. 16, 13. À la 13. veille de partir, ça va? Euh, oui, très bien. C'est le prologue. Voilà. Alors, ça, c'est la partie qui se déroule à la Nouvelle-Orléans. À la veille de partir, me voilà rassemblant mes naissances. Voulant faire tenir en une seule coulée mes vies dispersées, résolues, à vif. Trois froids des dés lancés au hasard m'ont dessiné autant de chemins sans source, sans puits que des tracés gorgés d'eau. Le hasard peut s'avérer un gouffre abyssal ou une avancée dans un ciel inconnu. Avancée éblouissante, insoupçonnée. Il faut tout traverser, tout prendre. Le gouffre et le ciel. J'ai tout traversé, j'ai tout pris. Je suis venu au monde à la tombée de la nuit, au cœur du quartier du Nouveau-Marigny, à la Nouvelle-Orléans, dans une demeure achetée en partie par mon père Jean-Baptiste Duquette, un créole louisianais. Un matin de l'an 1803, Florette Dubreuil, ma grand-mère maternelle, est arrivée de l'île de Saint-Domingue, en proie aux flammes. Au premier coup d'œil, on aurait pu ne pas croire affranchie cette négresse d'ébène pure, mais sa jupe de crinoline jaune soleil et son corsage de soie à larges manches, couleur azur, tranchant vivement sur son visage, ne laissaient aucun doute sur son statut. Florette Dubreuil tenait d'une poigne ferme Camille Dubreuil, ma mère, une petite mulâtresse de 5 ans. Ce voyage avait été arrangé par Prosper Verdun du Buisson, ancien maître de Florette Dubreuil et père de Camille. Prosper Verdun du Buisson avait posé un pied courroucé et tremblant à la Nouvelle-Orléans une semaine plus tôt, fuyant avec sa femme et ses 2 fils, un pays tout entier soumis à l'épreuve du feu. Soulagé d'avoir échappé aux tueries perpétuées par ceux dont lui et les siens avaient durant 3 siècles broyé l'âme et les os, Prosper Verdun du Buisson était pourtant déterminé à faire couler à nouveau du sang, de la canne, de l'indigo ou du coton, qu'importe, pourvu qu'il en tirât des écus. Bon, merci Yannick Lyons. Vous lisez très bien. Mais c'est moi qui ai écrit. Mais quand même, merci d'avoir été avec nous et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Et si vous avez un autre roman, je suis sûr Pas de que sitôt. Pas de sitôt. vous allez encore gagner des prix. Ça, j'en suis sûr, hein. Vous en Ben avez écoutez, l'habitude, hein. j'espère C'est très que difficile de renoncer à ça, hein. Ah ben, Encore une merci beaucoup, fois, hein. J'espère que les astres là-haut vous ont entendu. bon, eh bien, d'accord. Encore une Voilà. fois, et merci. Toutes mes félicitations. Ça va. Et Et j'aime merci, ça, hein. merci. J'aime beaucoup. Merci, Merci d'avoir merci. été avec nous. Merci de l'invitation. Au revoir. Au revoir.